Près de 60 ans se sont écoulés depuis qu'Alfie a fait de Michael Caine un nom connu de tous, mais l'ombre de ce rôle s'étend toujours sur sa vie. Lorsque Michael Caine a critiqué le remake de Jude Law en 2004, beaucoup ont considéré qu'il s'agissait de l'orgueil d'un vieil acteur qui ne voulait pas renoncer à sa couronne. Mais le temps a fait tomber l'armure. Aujourd'hui, à 92 ans, Caine parle avec l'honnêteté tranquille d'un homme qui n'a plus rien à protéger. Il admet qu'Alfie n'a jamais été que l'histoire d'un charmant coureur de jupons à la langue bien pendue. C'était le reflet d'une génération prise entre l'innocence et l'ambition, la moralité et l'intérêt personnel. Et pour la première fois, il reconnaît non seulement ce qui n'a pas fonctionné dans le remake, mais aussi ce qu'il n'a pas su voir dans le miroir de sa propre performance. L'histoire de cette réflexion commence des décennies avant que la célébrité ne le trouve. Elle commence le 14 mars 1933, lorsque le monde rencontre pour la première fois Maurice Joseph Micklewhite Jr., le garçon qui deviendrait un jour Michael Caine. Il est né à l'hôpital St. Olaf's Hospital à Rotherhithe, un quartier populaire de Londres où l'argent manquait, mais où la fierté était féroce. Sa mère Hélène travaille sans relâche à la cuisine et au ménage. Son père Maurice Sr. travaille au marché aux poissons de Billingsgate, transportant des caisses dans l'air froid de l'aube. Chaque soir, il rentrait à la maison, en empestant le poisson, l'odeur s'accrochant à ses vêtements, à ses cheveux, au mur même de leur modeste appartement. Cette odeur était synonyme de survie. Elle signifiait qu'il y aurait de la nourriture sur la table. Parfois, le poisson était emprunté au stock du marché, mais il suffisait. Plus tard, Caine dira en plaisantant qu'à l'âge de 15 ans, il ne voulait plus jamais voir de poisson. Pourtant, ses humbles débuts allaient être éclipsés par quelque chose de bien plus sombre. Maurice était encore un enfant lorsque la Seconde Guerre mondiale a déchiré le monde. Trop jeune pour se battre, il a néanmoins été victime de la guerre. Comme des milliers d'autres enfants londoniens, il a été évacué de la ville, arraché à ses parents et envoyé à plus de 160 km de là, dans le Norfolk, pour y être mis en sécurité. Ce qui l'attendait là-bas n'était pas un sanctuaire, mais de la cruauté. La famille qui l'a accueilli lui en veut d'avoir un évacué cockney sous son toit. Leur amertume s'est transformée en abus. Les coups sont devenus routiniers, faisant partie de son rythme quotidien de peur. Mais la suite est bien pire. Chaque vendredi soir, avant de partir pour le week-end, la famille enfermait le jeune Maurice et un autre évacué dans une armoire, emprisonné jusqu'au lundi matin, avec rien d'autre que quelques pâtés de porc et un peu d'eau pour survivre. Pour un garçon effrayé déjà hanté par les sirènes et les bombes, il s'agissait d'un autre type de guerre silencieuse et personnelle. La cruauté aurait pu se poursuivre indéfiniment sans la férocité de sa mère. Hélène Frances Marie finit par découvrir ce qui se passe. Animée par la rage et l'instinct maternel, elle se rendit à Norfolk pour confronter la famille. La confrontation est explosive, si violente, qu'Hélène se fait presque arrêter après avoir frappé la femme qui a blessé son fils. Mais cette fureur avait un but. Son fils a été libéré et n'est jamais retourné dans cette maison. De retour à Londres, cependant, la sécurité n'est toujours pas assurée. Le Blitz avait réduit leur maison en ruine, et à la fin de la guerre, le gouvernement a relogé la famille Micklewhite dans une petite maison préfabriquée à Elephant and Castle. Cette maison devait être temporaire, mais ils y vivront pendant 18 ans. Pour Maurice, il s'agit tout de même d'une amélioration. Ces maisons précédentes n'avaient même pas de plomberie intérieure. La vie reste serrée et incertaine, mais le monde commence à se reconstruire et avec lui, ses rêves. Quelque part dans ces rues étroites de l'après-guerre, une étincelle a commencé à se former, la première lueur de la passion qui le rendrait un jour célèbre. Elle n'est pas née du glamour ou de l'ambition, mais d'un pur hasard. À l'âge de 10 ans, Maurice monte sur scène pour la première fois jouant le père des vilaines demi-sœurs dans une production scolaire de Cendrillon. Dès qu'il est sorti, le public s'est mis à rire. Il n'a pas compris pourquoi, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise après coup que sa braguette était restée ouverte pendant tout ce temps. Au lieu d'être humilié, il s'est senti ravi.
Il aimait les rires, même s'ils étaient à ses dépens. Cette aisance face à l'embarras, cet instinct qui transforme la gêne en lien, l'accompagnera toute sa vie. Pourtant, son amour pour la scène ne s'épanouira pleinement que des années plus tard. À 14 ans, par pure coïncidence, il passe devant le cours d'art dramatique de son école et remarque quelque chose qui l'arrête net. Pas la scène, pas les répliques, mais les filles. La classe en était remplie. Pour un adolescent timide qui a grandi dans un Londres bombardé, c'est une raison suffisante pour s'y intéresser. Il s'est rendu compte que les acteurs embrassaient les jolies filles. C'était une pensée simple, peut-être même naïve, mais elle contenait la première lueur du destin. Le métier d'acteur lui devra attendre. Comme beaucoup de jeunes hommes de sa génération, le chemin de Maurice mène d'abord à la guerre. Il a rejoint les Royales Fusilières pour son service national et a été envoyé en Corée, où il a été confronté à la réalité brutale du combat. Cette expérience l'a dépouillé de son idéalisme juvénile. Issu de la classe ouvrière, il avait un temps penché pour les idéaux socialistes, voire de légères sympathies communistes, mais les atrocités dont il a été témoin, les souffrances des civils sous le joug des forces nord-coréennes et chinoises, ont brisé ses croyances à tout jamais. Lorsqu'il est rentré chez lui, il avait changé. Il était plus vieux, plus dur hanté. Mais il n'en a pas fini avec la guerre. Après le retour de sa section en Angleterre, de nombreux soldats tombent gravement malades. Ils ont contracté la malaria cérébrale, une maladie vicieuse qui s'est répandue dans les rangs comme une traînée de poudre. Au lieu de recevoir les soins qu'ils méritent, Ken et ses compagnons d'armes sont soumis à une expérience troublante sous la surveillance d'un officier américain, le colonel Solomons. Les hommes sont immobilisés, on leur injecte des sédatifs et on les laisse attachés à leur lit pendant 11 longues journées. Il se souviendra plus tard de cette expérience comme d'un mélange de rêves fiévreux et de terreur, une sorte de cauchemar éveillé qui a failli le tuer. Lorsqu'il s'est enfin rétabli, il en est ressorti avec une nouvelle clarté, un sens de la fragilité de la vie. Cette leçon l'a suivi sur tous les plateaux de tournage, dans tous les rôles, à chaque fois que les lumières s'éteignaient et que les caméras tournaient. Car pour Michael Caine, la survie ne faisait pas seulement partie de son histoire, elle était son histoire. Caine a déclaré plus tard qu'il avait à peine survécu. Pourtant, cette expérience terrifiante lui a apporté une révélation. Le fait d'avoir frôlé la mort de si près lui a appris à apprécier chaque instant de la vie. Dès lors, il se promet de vivre pleinement du moment où il se réveille jusqu'au moment où il s'endort. De retour en Angleterre, sa vie ayant redémarré, Caine se remet à jouer la comédie avec un nouveau feu. Mais la route n'est pas facile. Les premières années ont été marquées par des auditions interminables, des refus et des périodes de chômage qui l'ont amené à se demander s'il y arriverait un jour. Comme beaucoup d'acteurs en difficulté, il s'appuyait fortement sur l'alcool, buvant souvent une bouteille de vodka par jour, parfois même plus. Il dira plus tard, en plaisantant, que le fait d'avoir été un acteur britannique pendant 20 ans constituait toute la recherche nécessaire pour jouer un ivrogne de manière convaincante. Pourtant, il a persévéré. Déterminé à gagner sa vie dans le métier qu'il aime, il se rend compte que son propre nom ne l'aide pas. Maurice Micklewhite ne ressemblait pas à un nom destiné au panneau d'affichage. Il en a donc adopté un plus simple, Michael White. Sous cette nouvelle identité, il décroche un rôle dans Les Hauts de Hurlevent, dans lequel il joue un ivrogne. Ce rôle lui ouvre de nouvelles portes et lui vaut d'être engagé par la Lowestoft Repertory Company dans le Suffolk. C'est là, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, que Michael commence à trouver ses marques en tant qu'acteur et en tant qu'homme. Et c'est dans ce cadre qu'un autre tournant est apparu. Patricia Haynes, une jeune actrice qui a rapidement conquis son cœur. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et se sont mariés peu de temps après. Mais même s'ils ont essayé de construire une vie ensemble, celle-ci n'était pas faite pour durer et le mariage a fini par s'effondrer. Le combat de Maurice avant de devenir Caine. Avant même d'avoir 22 ans, Michael Caine accumule déjà les rôles signes prometteurs de l'avenir. Mais comme il l'admettra plus tard, les 9 premières années de sa carrière
ressemblaient bien moins à un rêve qu'à une punition. Brutales, épuisantes et plus proches du purgatoire que du paradis. Et puis il y a eu un autre obstacle, son nom. L'homme né Maurice Micklewhite a déjà changé de nom une fois, mais lorsqu'il découvre qu'il y a un autre Michael White sur la scène londonienne, il est contraint de se trouver une autre identité. Le tournant s'est produit dans un endroit des plus ordinaires, une cabine téléphonique à Leicester Square. Son agent l'appelle pour lui demander de choisir immédiatement un nouveau nom. Debout désemparé, il regarde de l'autre côté de la rue et aperçoit le cinéma Odéon. À l'affiche à l'époque The Caine Mutiny avec Humphrey Bogart. C'est ainsi que Michael Caine est né. Cette décision a façonné le reste de sa vie, même s'il a souvent ri du caractère accidentel de cette naissance. Lors d'interviews, il aimait plaisanter en disant que s'il avait regardé ailleurs ce jour-là, il aurait peut-être fini par s'appeler Michael Cent, un dalmatien. Si le nom de Michael Caine est devenu légendaire dans le monde entier, il n'a jamais perdu de vue ses racines. Derrière la célébrité, il se voyait toujours comme Maurice Micklewhite, le fils d'un père travailleur qu'il admirait profondément. Maurice Sear a été une présence constante dans sa vie, mais la tragédie l'a frappé en 1957 lorsqu'il est mort dans les bras de son fils. Il n'a jamais vécu pour voir le succès de Caine et cette absence a pesé lourdement sur l'acteur pour le reste de sa vie. Des décennies plus tard, lorsque Michael Caine a été fait chevalier, il a trouvé un moyen d'honorer ce lien. Sur le plan professionnel, il a dû utiliser son nom de scène, mais il a demandé à être fait chevalier sous le nom de Maurice Micklewhite pour rendre hommage à son père. C'était sa façon de garder l'homme qu'il a façonné au centre de son triomphe. Avec le recul, Caine a souvent évoqué l'un de ses plus grands regrets, que son père n'ait jamais pu voir le succès pour lequel il s'est tant battu. Avec le mélange d'esprit et de mélancolie qui le caractérise, il a dit un jour que du vivant de son père, il n'était qu'un clochard sans le sou, et qu'aujourd'hui il n'était qu'un riche. C'était une vérité douce amère. Ce n'est qu'après la mort de son père que des années de lutte ont finalement fait place à la percée qui a tout changé. À la fin des années 1950, Michael Caine a travaillé suffisamment longtemps sur la scène londonienne pour commencer à nouer de véritables relations dans le monde du théâtre. Les choses commencent enfin à bouger, et il finit même par partager un logement avec un autre jeune acteur, un autre cockney du nom de Terence Stamp. Les deux sont inséparables, passant leur journée à courir d'audition en audition, et leur nuit à noyer les refus dans l'alcool. Peu de temps après, ils croisent la route d'un autre acteur, déjà un peu plus avancé dans sa carrière, Peter O'Toole. Pour Caine, cette rencontre marque le début d'une amitié qui le conduira à vivre des expériences inoubliables et souvent chaotiques. En 1959, Caine décroche un rôle de doublure de O'Toole dans la pièce The Long and the Short and the Tall. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle, et le lien entre les deux acteurs se développe rapidement. Mais Caine n'avait aucune idée de ce qui l'attendait face aux légendaires habitudes de consommation d'alcool d'O'Toole. Là où Caine pouvait tenir son rang, O'Toole faisait de la boisson une forme d'art. Un soir, après une représentation, O'Toole invite Caine à dîner. Caine s'attendait à quelque chose d'ordinaire, mais il s'est retrouvé face à une assiette de frites et une bouteille de cognac. La totale à la manière d'O'Toole. Ils ont mangé, ils ont bu, puis ils se sont évanouis. L'instant d'après, Caine se réveille tout habillé dans un appartement inconnu avec O'Toole, allongé dans le même lit. Lorsqu'il consulte l'horloge, c'est la panique. Il était 17h même. Il pensait que c'était dimanche, ce qui signifiait qu'il ne risquait pas de manquer le travail. Il se rend compte qu'on est déjà lundi. 2 jours entiers s'étaient évaporés. À quelques heures d'une représentation, le couple s'est démené pour se ressaisir et a à peine fait le lever de rideau. Pour Caine, il s'agissait d'un cours accéléré pour survivre au monde d'O'Toole. Son ami lui a donné un conseil issu de ses années d'expérience. Ne demandez jamais ce qui s'est passé pendant une cuite. Il était toujours préférable de ne pas savoir. Ce n'était pas vraiment inhabituel pour Caine à l'époque. Les acteurs au chômage avaient en leur propre lieu de rendez-vous officieux dans le West End de Londres, un café près d'un bureau de casting. La routine était prévisible.
prendre une petite pièce au bureau, être payé pour la journée, puis se rendre au café pour tout dépenser en nourriture et en boissons. Il faisait que la fête jusqu'au matin, se réveillait et recommençait. C'était imprudent. Mais pour Kane, tout cela faisait partie de l'ascension vers quelque chose de plus grand. La différence entre lui et beaucoup de ses pairs était son sens de la discipline. Il en avait déjà trop vu dans sa vie. Le service de la Seconde Guerre mondiale, les épreuves militaires et même le fait d'être attaché à un lit d'hôpital pendant près de 2 semaines. Il n'avait aucune envie de tout jeter. Peu importe combien il buvait, il ne le faisait jamais au travail. Et il est toujours resté professionnel quand il le fallait. La drogue n'a jamais eu d'emprise sur lui non plus. Il n'a essayé la marijuana qu'une seule fois. Et le résultat a suffi à le décourager à jamais. Il a ri de façon incontrôlée pendant 5 heures d'affilée, à tel point qu'aucun chauffeur de taxi ne s'arrêtait pour lui. Contraint de rentrer à pied, il décide que c'est la première et la dernière fois. Pendant ce temps, sa vie personnelle évolue. Son premier mariage déjà tendu s'effondre au début des années 1960. À cette époque, Kane se concentre davantage sur sa carrière et sur l'attention qu'on lui porte. Les swinging 60s lui conviennent bien et il acquiert une réputation de playboy. Avec des romances très médiatisées, allant de Natalie Wood à Bianca Jagger, et d'innombrables mannequins entre les deux. Pourtant, malgré toutes ces histoires rocambolesques, son parcours ne se résume pas à la vie nocturne et au scandale. Le vrai défi, c'était sa voix. Aujourd'hui, son accent cockney est l'un des plus reconnaissables du cinéma. Mais au début, c'était un obstacle. En raison du système de classe sociale britannique, il était pratiquement impossible pour quelqu'un qui avait l'air d'appartenir à la classe ouvrière de décrocher des rôles importants. Pour de nombreux acteurs londoniens, l'idée que Kane puisse jouer un rôle important était impensable. Il faudrait un outsider, quelqu'un qui ne soit pas lié par les attentes rigides des classes sociales britanniques, pour voir au-delà de l'accent et lui donner la chance pour laquelle il s'était battu. Le film qui a ouvert les portes d'Hollywood. En 1964, la carrière de Michael Caine commence enfin à percer avec son rôle dans l'épopée guerrière zoulou. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pratiquement jamais été choisi pour jouer. Dans le film, il incarne le lieutenant Gonville Bromhead, l'officier le plus raffiné de la haute société britannique. C'était aussi loin que possible du vrai Caine, un enfant de la classe ouvrière, avec un fort accent cockney. En fait, le rôle pour lequel il a d'abord été envisagé était beaucoup plus logique. Le soldat Henry Hook, un voyou cockney, qui simule une maladie pour éviter de se battre. Mais ce rôle a été attribué à un autre acteur, Jimmy Booth. Le destin est intervenu lorsque Caine a rencontré le réalisateur Cy Enfield dans un bar. Enfield a jeté un coup d'œil à sa grande taille, à ses cheveux blonds et à ses traits acérés, et a dit qu'il avait l'air d'un officier. Caine dira plus tard en plaisantant que toute sa carrière cinématographique s'est résumée à la longueur du bar du Prince of Wales Theatre. Il était déjà à mi-chemin de la porte quand Enfield l'a rappelé. Même à ce moment-là, il y avait un piège. Le rôle de Bromhead exigeait une voix d'élite, et non une voix de cockney. Enfield lui a demandé s'il pouvait prendre un accent chic. Après près d'une décennie de théâtre de répertoire, Caine lui a dit qu'il pouvait prendre n'importe quel accent. Un rapide test à l'écran lui donne raison. Et soudain, le rôle lui revient. Avec le recul, Caine pense que c'est seulement parce qu'Enfield était américain que cela s'est produit. Un réalisateur britannique enfermé dans ses préjugés de classe n'aurait jamais imaginé un acteur issu de la classe ouvrière jouant un officier gentleman. Ce simple choix de casting a brisé les barrières. Plus tard dans sa carrière, Caine s'appuiera fièrement sur sa voix cockney à l'écran, dans l'espoir d'inspirer d'autres acteurs issus de la classe ouvrière à croire qu'ils ont aussi leur place. Le tournage en Afrique du Sud lui a toutefois apporté plus qu'une simple avancée dans sa carrière. Le pays vivait sous le régime de l'apartheid, et Caine a été horrifié par la brutalité dont il a été témoin. Il a vu un contremaître blanc frapper un ouvrier noir au visage pour une broutille. Le producteur Stanley Baker a licencié l'homme sur le champ, mais le système dans son ensemble est resté immuable. Pour Caine, c'était suffisant. Il s'est juré de ne plus jamais travailler en Afrique du Sud tant que l'apartheid y régnerait, promesse qu'il a tenue. Lorsque Zulu s'est achevé les choses,
semblait prometteuse. Le distributeur du film lui fait signer un contrat de 7 ans. Enfin la sécurité après des années de galère. Mais la fête est de courte durée. Le patron du studio Joseph E. Levin a déchiré l'accord presque immédiatement. Sa raison est aussi insultante qu'absurde. Il a dit à Kane qu'à l'écran il avait l'air d'un pédé. Le cœur brisé, Kane poursuit sa route. Et l'histoire allait prouver que Levin avait tort. L'absence de formation théâtrale de Kane est devenue partie intégrante de sa légende. Il admet que son métier s'est construit non pas dans les salles de classe, mais dans les bus et les trains, où il a étudié la façon dont les gens se comportaient. Ce style d'observation a façonné son interprétation du Zoulou. Pour saisir l'air huppé du lieutenant Bromhead, il a calqué son langage corporel sur celui du prince Philippe. Ironiquement, cela a failli lui coûter le rôle. Lorsque les dirigeants de la Paramount ont vu les premières bobines du film, ils ont envoyé un télégramme exigeant qu'il soit renvoyé. Il se plaignait de ne pas savoir quoi faire de ses mains. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Kane copiait un prince. Enfield a ignoré l'ordre et Kane a gardé le rôle. Même s'il n'a pas de contrat en bonne et due forme, la prestation de Michael Caine dans Zoulou est le moment où les gens commencent enfin à s'intéresser à lui. Ce n'était pas un rôle principal, mais il a fait connaître son nom. L'industrie le surveille désormais. Et même si le grand jour n'est pas encore arrivé, Caine est clairement sur le point de connaître quelque chose de plus grand. L'histoire raconte que ce tournant s'est produit un soir au Pickwick Club de Soho. Caine dînait avec son ami Terence Stamp, qui se réjouissait déjà de sa nomination aux Oscars pour Billy Budd. Comme s'il s'agissait d'un jeu d'espionnage, un serveur a glissé une note à Caine. Le message provenait du producteur canadien Harry Saltzman, qui était assis à proximité avec sa famille et qui demandait à Caine de se joindre à lui pour prendre un café. Caine a sauté sur l'occasion. Après tout, Saltzman était l'un des principaux producteurs des films de James Bond. Naturellement, Caine se demandait s'il était sur le point de décrocher un rôle aux côtés de son ami Sean Connery. Mais Saltzman avait une autre idée en tête. Il vient de regarder Caine dans Zoulou et a adoré ce qu'il a vu. Il demande à Caine s'il a lu le roman d'espionnage de Len Dayton de Ipcress File. Par pure coïncidence, Caine en était déjà à la moitié. Certaines versions affirment même qu'il avait le livre avec lui à table. Saltzman ne perd pas de temps. Il a offert à Caine le rôle principal dans l'adaptation cinématographique On the Spot. Et puis il y a eu quelque chose d'encore plus grand. Un contrat de 7 ans avec sa société Launch Productions et une réunion de suivi le lendemain. Caine n'en croit pas ses yeux. Il s'est précipité à sa table pour l'annoncer à Stamp, qui était stupéfait de la rapidité avec laquelle tout avait changé. Caine a toujours considéré cette soirée comme le véritable début de sa carrière. Dans les interviews, il a souvent souligné que c'est Zoulou qui l'a fait remarquer, mais c'est The Ipcress File qui a fait de lui une star. Son interprétation de Harry Palmer, l'espion de la classe ouvrière à lunettes et à l'esprit vif, a trouvé un écho auprès du public. Le film devient un succès et donne lieu à 2 suites. Il a été délibérément positionné comme l'anti-Bond, plus petit, plus terre-à-terre et étonnamment progressiste, avec un personnage principal qui traite les femmes avec respect et non comme des conquêtes. Pourtant, la carrière de Harry Palmer n'a pas duré aussi longtemps que celle de Connery dans le rôle de Bond. Il n'avait que 32 ans lorsque Saltzman lui a donné sa première grande chance. Mais à 35 ans, il avait déjà tourné 3 films de Palmer. Ce contrat de 7 ans qui semblait être une bénédiction ressemblait désormais à un piège. Mais Saltzman a fait preuve d'une générosité inattendue. Caine a expliqué plus tard dans ses mémoires qu'au lieu de l'enfermer dans le contrat initial peu rémunérateur, Saltzman l'a déchiré et en a réécrit un nouveau chaque année le jour de l'anniversaire de Caine, en le payant toujours au taux en vigueur. Cet arrangement s'est poursuivi jusqu'à son 35e anniversaire, lorsque Caine a ouvert l'enveloppe de Saltzman s'attendant à une nouvelle augmentation. Au lieu de cela, il a trouvé le contrat déchiré en morceaux, ainsi qu'une note disant « Vous êtes seul maintenant. Joyeux anniversaire ». C'est la fin de leur relation de travail, bien que Caine ait toujours parlé de Saltzman avec gratitude. Après Zoulou, de nombreux rôles de Caine
l'ont amené à jouer des types de la classe supérieure dans la prononciation polie et reçue qui dominait le cinéma britannique. Son véritable accent cockney est resté caché, même si c'est celui qui lui a donné tant de caractère. Mais au milieu des années 1960, l'ambiance culturelle change. Les Beatles avaient mis à la mode les voix de la classe ouvrière et le public voulait quelque chose de plus authentique. Ce moment est arrivé avec Alfie en 1966. Ici, Kane utilise enfin son propre accent cockney dans toute sa force, et cela change tout. Le film devient un phénomène surtout en Amérique, et lui vaut sa première nomination aux Oscars. Quelques années plus tard, il prononce l'une des répliques les plus citées du cinéma britannique dans The Italian Job, confirmant ainsi son statut de véritable star. Mais comme pour beaucoup d'acteurs en pleine ascension, toutes les décisions qui ont suivi n'ont pas brillé de la même façon. Certains faux pas n'ont pas tardé à se produire. Michael Caine et le meurtre qui l'a hanté. C'est par une sombre matinée de janvier 1967 que les gros titres ont frappé le nord de l'Angleterre comme un coup de poing froid. Le meurtre du bandit manchot fait la une des journaux et le choc est immédiat. À une époque où l'on s'inquiétait déjà de l'emprise croissante du crime organisé en Grande-Bretagne, la découverte du corps d'Angus Sibet a jeté un froid dans le pays. Sibet a été retrouvé mort sur la banquette arrière de sa Jaguar Mark X. La voiture criblée de balles garée le long de la voie ferrée près de Southampton. Pour la plupart des gens, il ne s'agissait pas d'un acte de violence commis au hasard. Il présentait tous les signes indéniables d'un crime professionnel commis par un gang. Le crime a eu une telle résonance qu'il est entré dans la culture populaire. Des années plus tard, Mark Knopfler en parlera dans son morceau 515 AM 2004, faisant écho au silence froid et à la violence de ce matin-là. Le titre lui-même est un clin d'œil à l'heure à laquelle le corps de Sibet a été découvert par un mineur qui se rendait à son travail aux premières heures du 5 janvier. Ce meurtre a non seulement inspiré un roman à succès, mais aussi une adaptation cinématographique garantissant que la tragédie resterait dans l'imagination du public pendant des décennies. 2 mois seulement après la mort de Sibet, 2 hommes, Vince Lovaglio et Dennis Stafford, amis de la victime, ont été arrêtés, jugés et condamnés pour le meurtre. Les 2 hommes ont furieusement protesté de leur innocence. Malgré leur plaidoyer, ils ont passé 12 ans derrière les barreaux avant d'être finalement libérés en 1979. S'en est suivi un combat de toute une vie pour blanchir leur nom et découvrir la vérité sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Leur combat pour la justice a pris une tournure étrange lorsque Dennis Stafford a commencé à blâmer Michael Caine en partie pour ses luttes. Il ne s'agit pas d'une affaire personnelle, mais de cinéma. En 1971, 4 ans après la condamnation de Stafford et Lovaglio, Michael Caine a joué dans le film de gangsters Get Carter. Tourné à Newcastle et dans le comté de Durham, dans le paysage même du véritable meurtre, le film a suscité un certain émoi. Le film était cru violent et d'une réalité inébranlable, suscitant une controverse sur la question de savoir si les films glorifiaient ou même encourageaient la violence de la classe ouvrière. Le public a été ébranlé. Get Carter est une adaptation du roman Jack's Return Home, directement inspiré du meurtre du bandit manchot. Il était impossible d'ignorer les parallèles. Stafford lui-même s'est plaint plus tard à la presse que Caine, chargeant à l'écran tyran avec un fusil de chasse, ne l'aidait guère à défendre sa cause. Caine, cependant, avait ses propres intentions. Il voulait mettre fin à l'exagération des mafieux dans les bandes dessinées et présenter un gangster plus froid et plus crédible. Pourtant, la question reste posée. Un film pouvait-il vraiment influencer la façon dont le public voyait Stafford et Lovaglio? La réponse était compliquée. Si le cinéma a sans doute influencé l'opinion publique, la réputation de Stafford avait été ternie bien avant. Il n'était pas étranger à la loi, son casier judiciaire étant rempli d'accusations de possession d'armes à feu, d'évasions et de fraude. Même après sa libération en 1979, il est retourné en prison à 2 reprises, une première fois
en 1989 pour violation de la liberté conditionnelle, et une seconde fois en 1994 pour une escroquerie au chèque de voyage. Dans les dernières années de sa vie, Stafford s'est montré franc au sujet de son passé. Il admettait ouvertement qu'il avait été un escroc, mais insistait sur le fait qu'il n'avait jamais été un tueur. Pour lui, le véritable meurtrier était un tueur à gages, et il avait été piégé. Que cette affirmation soit vraie ou non est un mystère qui ne sera peut-être jamais résolu. Ce qui est clair, c'est à quel point l'art et la vie se sont entremêlés dans cette histoire. Le meurtre d'Angus Sibet a jeté une longue ombre façonnant non seulement l'histoire criminelle, mais aussi le cinéma britannique. Le rôle de Michael Caine dans Get Carter est devenu le symbole de cette frontière floue entre le crime réel et son reflet à l'écran. En fin de compte, les protestations de Stafford ont rappelé qu'avant de pointer le doigt vers l'extérieur, un homme devait faire face au poids de son propre passé. La rédemption cachée de Michael Caine à Hollywood. Au début des années 1990, Michael Caine traverse l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière. Les flops se succèdent. A Shock to the System aurait pu être un drame sous-estimé. Mais il y a eu ensuite la comédie fantastique Mr. Destiny, l'histoire désordonnée de l'escroc Bullseye, la farce chaotique Noises Off, le polar oubliable Blue Ice et même les débuts désastreux de Steven Seagal en tant que réalisateur. On Deadly Ground. Aucun d'entre eux n'a fonctionné. Pour ne rien arranger, Caine a tenté de redonner vie à son ancien rôle de Harry Palmer, un personnage qui avait contribué à le définir en tant que star. Mais le renouveau n'a pas fonctionné. Le premier film réalisé des décennies plus tôt avait été brillant, mais les suites n'ont pas eu la même magie. Lorsque les 4e et 5e films de Palmer arrivent des productions télévisées tournées dans des conditions misérables et insalubres, avec l'ombre du crime organisé en arrière-plan, tout tourne au désastre. Pour Caine, ces tournages ont été le point le plus bas, arrivant juste au moment où sa carrière, en tant qu'acteur principal, était en train de s'effondrer. Les scénarios se raréfient, et les rôles qu'on lui propose l'obligent à faire face à la réalité de son âge. À ce moment-là, Michael Caine est prêt à tout arrêter. Il s'était construit une vie confortable en tant que restaurateur et pensait pouvoir se retirer à Miami, écrire son autobiographie et profiter d'un rythme plus lent. Pendant un certain temps, cela semblait être le plan, jusqu'à ce que Jack Nicholson entre en scène. Nicholson, contrairement à Caine, était toujours au sommet du jeu hollywoodien. Tout au long des années 1990, il a enchaîné les rôles principaux et les seconds rôles de premier plan. Il avait accumulé plus de nominations aux Oscars que n'importe quel autre acteur masculin et conservait une image publique emblématique de son sourire caractéristique à ses apparitions régulières lors des matchs des Lakers. Des films comme How Far As Good As It Gets et The Few Good Men montrent qu'il est toujours en pleine possession de ses moyens. Lorsque Nicholson a rendu visite à Caine à Miami, il est venu avec un message clair. La retraite n'est pas forcément la solution. Comme Caine l'a rappelé plus tard, Nicholson l'a persuadé de se réinventer non pas en tant que star de cinéma, mais en tant qu'acteur de cinéma. La différence était cruciale. Les stars ont des rôles écrits pour elles, mais les acteurs doivent s'adapter pour disparaître dans n'importe quel rôle écrit sur la page. Cela signifiait moins de rôles principaux et ne plus avoir la fille, mais cela signifiait aussi un travail plus riche et plus stimulant. Nicholson avait un projet en main qui concrétisait l'idée. Il jouait dans un thriller noir intitulé Blood and Wine et pensait que Caine était parfait pour l'un des rôles secondaires. Nicholson insistait et Caine finit par accepter. Le film lui-même n'a pas été un succès. Les critiques sont partagées et le film ne rapporte qu'un peu plus d'1 million de dollars au box-office, malgré un budget de 26 millions de dollars. Mais pour Caine, cette expérience a marqué un tournant. Travailler aux côtés de Nicholson lui a rappelé pourquoi il était devenu acteur au départ. Comme il l'a admis plus tard, même s'il prétendait profiter de la retraite, c'est lorsqu'il jouait qu'il était le plus heureux. Blood and Wine n'a peut-être pas été un succès commercial, mais il a sauvé la carrière de Caine. Selon lui,
Ce projet lui a permis de travailler pendant 20 ans de plus. Ce film a ravivé son amour pour le métier et l'a mise en position d'embrasser les types de rôles qui allaient définir sa carrière ultérieure. Au lieu de prendre une retraite paisible, il est redevenu très demandé, a rencontré Christopher Nolan et a interprété certains des rôles les plus célèbres de sa carrière. Alors que Jack Nicholson s'est retiré du métier d'acteur après 2010, Ken a continué à jouer. Le choix qu'il a fait au milieu des années 1990 de se réinventer, au lieu de se retirer, lui a permis de rester à l'écran pour une autre génération et de consolider son héritage comme l'une des légendes du cinéma. À 92 ans, Michael Caine révèle enfin la vérité sur Alfie. Il est tentant d'imaginer l'atmosphère qui régnera la prochaine fois que Michael Caine et Jude Law se croiseront après l'interview sans ménagement de Caine à The Independent en 2009. Bien que les deux acteurs soient en bons termes et aient même joué ensemble 2 ans plus tôt dans le remake de Slutken, n'a pas hésité à critiquer le travail de Jude Law dans le remake d'Alfie en 2004. Pour comprendre ces remarques, il convient de revenir sur les deux Alfie, très différents. En 1966, l'interprétation par Ken de l'insouciant playboy londonien est devenue l'un des rôles marquants de sa carrière grâce à un mélange de charme, d'exubérance et d'innocence qui rendait le personnage irrésistible. Mais à ses yeux, le remake a manqué cet ingrédient crucial. Caine a soutenu que la version de Law n'avait rien de la naïveté qui rendait l'original si efficace. Alors que l'Alfie de Caine demandait avec une sorte de sincérité déconcertée ce qu'était la vie, l'Alfie de Law, selon Caine, semblait bien trop conscient dès son apparition à l'écran. Cette prise de conscience, selon Caine, a fait basculer le personnage dans quelque chose de plus sombre, de moins enjoué, de plus cynique. Dans le récit de Caine, son Alfie était un innocent machiste, un homme qui ne mesurait pas pleinement l'impact de ses actes. L'Alfie de Law, en revanche, apparaît comme un personnage délibéré et calculateur qui utilise les femmes et s'en débarrasse sans ménagement. Pour Caine, ce changement de ton a transformé l'histoire qui est passée d'un humour sournois à quelque chose de plus sinistre.